Aujourd'hui, 15 mars, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale des droits du consommateur. Rendre les marchés du numérique plus équitables, c'est le thème sous lequel l'édition de cette année est célébrée. Depuis quelques semaines, le secteur éducatif béninois est paralysé par des grèves perlées. Une situation qui laisse les apprenants à leur propre compte. Comment s'occupe-t-il en 7 ans d'inactivité? L'enquête de Jocelyne Cressou est à suivre. Et puis, on connaît depuis hier les dernières équipes qualifiées pour les quarts de finale de l'édition 2018 de la Ligue des Champions. Il s'agit du Bayern Munich et le FC Barcelone qui ont décroché les 2 derniers titres. Bonsoir. Décrétées depuis plusieurs semaines, les grèves dans le secteur de l'éducation se poursuivent. Mouvement école morte, laissant ainsi les élèves à leur propre compte. Comment s'occupent ces derniers en 7 ans d'inactivité? Jocelyne Cressou et Pierre Agbakwe nous renseignent dans ce reportage. Il a fallu quelques jours de grève pour qu'ils jettent l'éponge. Ces élèves disent être déboussolés. Déjà, même en décembre, on parlait des grèves, ça nous a démoralisés. Nous qui ne sommes pas en classe désormais, ça nous induit même à la paresse. Au début, j'ai commencé par apprendre, je mets le paquet, mais très tôt, je me sens seul dans le mouvement et je n'ai même pas de suivi. Et ce qui fait que j'apprends, après, au bout de quelques semaines, tout ce que j'ai appris disparaît dans la mémoire et il faudrait que je revise encore, C'est difficile. Psychologiquement, nous sommes touchés. Loin des salles de classe, des cahiers et du stylo, ces élèves ont profité de la grève pour vaquer à d'autres occupations. En dehors des cahiers, certains d'entre nous s'adonnent à des jobs, des travaux, d'autres s'adonnent simplement au loisir. Ils prennent leur temps à se distraire. Par contre, d'autres qui sont, par exemple, à leur propre charge, courent pour faire des jobs et avoir des petits sous pour se mettre dans la poche. Certaines personnes parmi nous sont celles-là qui consacrent 7 ans de grève pour leurs différents jeux et attendent la reprise pour redémarrer les choses telles qu'il le faut. Mais c'est très dangereux. Mais nous essayons, nous responsables d'école, de gérer cette situation. Au mois de lundi, quand on va à l'école, après la cérémonie des couleurs, nous essayons de leur rappeler leurs devoirs. Conscients de leur avenir, ces délégués d'établissement n'ont pas baissé les bras. Malgré l'école morte, ils se sont bien organisés pour une année scolaire réussie. Je pense que nous avons des groupes d'études qui fonctionnent correctement. Et dans ces groupes d'études, nous avons des objectifs qu'on s'est fixés. Et l'objectif principal, c'est la réussite. Nous savons très bien qu'il y a la grève qui paralyse le déroulement des cours, mais la grève n'affecte pas nos groupes d'études. Nous travaillons correctement et sérieusement. Dans ces groupes d'études, on se propose des épreuves qu'on traite à l'avance et on corrige. Si nous avons des inquiétudes, nous nous rapprochons des professeurs, certains de nos professeurs. Même chez eux, nous allons à la maison les voir avec de respect et ils nous aident à soulever les inquiétudes. Nous avions compris que vraiment, ce n'est pas un mouvement au cours duquel il faut s'asseoir. On se rapproche de nos amis qui sont dans les écoles privées. On essaie d'échanger des épreuves avec eux. On essaie d'échanger des cahiers. On prend leurs cahiers, on les photocopie. On essaie d'apprendre. Certes, c'est difficile, mais ce que nous sommes en train de faire, c'est de s'adapter parce qu'on n'a pas de choix. On n'a pas du tout de choix. C'est ce qu'on doit faire pour que nous puissions nous en sortir. Ces victimes, comme dans de pareilles circonstances, n'ont eu qu'à plaider pour la reprise des cours. J'exhorte le gouvernement et les responsables syndicaux à trouver vite un terrain d'entente parce que nous savons que c'est notre avenir qui est en jeu. Nous sommes les innocentes victimes dans ce qui se passe. Nous souhaitons vraiment qu'ils s'entendent et que les trucs puissent bien reprendre normalement. On attend de voir ce que le gouvernement va faire. Nous, on a confiance en eux. Gouvernants et responsables syndicaux sont plus que jamais sollicités dans leur élan afin de trouver une porte de sortie de cette crise qui, depuis le 16 janvier 2018, paralyse le système éducatif béninois. L'avenir des élèves et le développement du pays en dépendent. Depuis l'avènement du régime de la rupture et la mise en œuvre de ces nouvelles réformes,
Le flux monétaire est réduit, occasionnant ainsi une morosité économique dans le pays. La rédaction de E-Télé a fait un tour chez les artisans de la ville de Parakou et le constat est peu reluisant. Samson Cabral Adinsi. Depuis le 6 avril 2016, le régime de la rupture insuffle une nouvelle dynamique de gouvernance des affaires au Bénin. Les réformes entreprises par le président Patrice Talon bousculent les habitudes et réduiraient le volume du flux monétaire. Cette perception de nombre des Béninois est partagée par quelques artisans de Parakou. Il y a eu complètement de changements. Depuis qu'il y a la rupture là, nous ne trouvons plus de travail comme ça. Avant, il y a de travail, mais maintenant, les gens ont le travail, mais c'est à cause de l'argent, ils ne peuvent pas commander. Il y a même des gens qui amènent le travail et ils ne peuvent pas trouver d'avance pour donner. Il y a des gens qui ont le travail, ils viennent demander l'argent, ils disent qu'ils vont faire le programme, mais ils n'arrivent plus à commander. Donc, il y a beaucoup de changements. Les choses ont beaucoup changé. Ce n'est plus comme avant. Avant, les marchés coulaient, mais le temps que nous traversons maintenant, tout est bloqué. Quand les clients viennent, tantôt il n'y a pas l'argent, tantôt tu vas travailler à crédit. Et après, c'est difficilement à rembourser. Le train de vie a donc changé et l'on ne peut que se contenter du minimum disponible. Le peu qui vient là, on gère avec. Un peu qui sort de gauche à droite là. On se débrouille avec ça pour gérer la famille. Un réajustement du coût des prestations s'avère alors nécessaire pour maintenir davantage la clientèle. Donc, tout ce que je peux dire à mes clients, c'est d'avoir le courage de venir vers nous les artisans et que nous-mêmes nous savons que ça ne va pas. Donc, par exemple, pour moi qui suis ici là, les travaux sur lesquels j'insiste à gagner 5 000 là, maintenant à cause de la rupture, même si je trouve 2 000, j'accepte. Seulement que le client soit satisfait. Donc, de deux, je ne peux pas dire il y a la rupture et je vais faire de n'importe quoi, ça là, moi je n'aime pas. Mais au niveau de mon bénéfice, j'essaie de gérer avec le client. Si je trouve un tout petit peu, j'essaie de faire. C'est le moment de prendre des nouvelles de Cotonou avec Hermione Maolikonto à la présentation ce soir. Bonsoir Hermione. Bonsoir Clovis Brissa-Foucault, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue pour la suite de ce journal. Depuis Cotonou, célébration ce jour 15 mars de la journée mondiale des droits du consommateur, une opportunité annuelle qui permet aux consommateurs de célébrer une solidarité mondiale à travers les associations internationales des consommateurs. L'édition de cette année a pour thème rendre les marchés du numérique plus équitables. Émeric Kokoupeli et Chabel Kiki se sont rapprochés de certains responsables d'associations de consommateurs suivants. Le 15 mars est la journée mondiale des droits du consommateur, une occasion annuelle pour célébrer une solidarité mondiale au sein du mouvement international de défense des consommateurs. Le consommateur, qui est-il? Le consommateur est tout citoyen qui, avec ses moyens financiers personnels, achète un bien ou un service pour ses besoins personnels. C'est toute personne qui aspire à acquérir un bien ou un service, toute personne qui l'achète ou qui en est bénéficiaire suite à un don et qui l'utilise pour des raisons autres que commerciales. C'est-à-dire qu'il est l'utilisateur final. Commémorer le consommateur en une journée, une nécessité et une pertinence. Une journée pour célébrer les droits des consommateurs parce que en 1962, lorsque John Kennedy s'est rendu compte qu'en fait, ce sont les consommateurs qui font l'économie des pays, donc qui font l'économie des États-Unis en son temps, il fallait quand même mettre en place un certain encadrement réglementaire, des outils juridiques pour défendre les intérêts de ces citoyens-là qui utilisent les moyens financiers personnels pour acheter des biens et des services, donc qui constituent une force économique pour les entreprises. Donc il faut prendre des lois pour les protéger.
Chaque année donc, les organisations de consommateurs marquent la journée en se rassemblant pour mettre en évidence et sensibiliser les consommateurs à une question d'actualité et qui est importante dans le monde entier. Rendre les marchés du numérique plus équitables, c'est le thème choisi cette année. Nous avons un marché digital fragile qui n'est pas encore bien structuré, bien conçu. Eh bien, c'est l'heure maintenant de le structurer. Aujourd'hui, le monde entier a adopté le numérique. Donc l'achat de biens et de services passe par le commerce électronique qui est un service numérique. Il est très important qu'on rende les marchés du numérique équitables. L'équitabilité en termes de prise en compte des aspects sociaux, des aspects économiques, des aspects tarifaires sur l'ensemble des transactions en ligne qui s'effectuent. Les consommateurs sont connus, mais leurs droits, moins. C'est ainsi que dans un discours devant le Congrès américain le 15 mars 1962, le président américain John Kennedy avait énoncé les droits fondamentaux des consommateurs. Le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit au choix, le droit d'être représenté, le droit à la réparation des torts, le droit à l'éducation, et puis le droit aux besoins fondamentaux. Au Bénin, plusieurs associations de consommateurs existent, mais leurs actions de défense en faveur de ces derniers sont de moins en moins constatées. En témoignent leurs nombreuses plaintes. Depuis 1998 est née la Ligue pour la défense du consommateur au Bénin, une vingtaine d'années au service du consommateur béninois. On a été sollicité par des partenaires techniques et financiers qui étaient là au début, qui accompagnent la démocratie béninoise, pour financer des actions de sensibilisation sur les questions alimentaires, les questions de qualité de service, d'utilité publique, les services d'eau, d'électricité, de téléphone. Ces problèmes-là ne sont pas encore derrière nous, mais si nous sommes arrivés à ce niveau-là d'amélioration aujourd'hui, c'est parce qu'on a existé. Donc nous avons mené des campagnes contre l'importation sur le territoire national des produits impropres à la consommation, l'huile, la farine de blé, il y avait eu le riz. Il y avait 4000 tonnes de riz qui étaient arrivées au port de Cotonou, du riz impropre à la consommation qu'on a fait retourner. Ils n'entendent pas s'arrêter en ces bons chemins. Pour eux, la Journée mondiale des droits du consommateur est l'occasion de mettre en lumière les problèmes majeurs auxquels les consommateurs sont confrontés au quotidien. L'actualité au Bénin, c'est aussi le verdict du dossier faux médicaments. À l'issue de son compte rendu de ce mercredi en réponse à une question, le ministre de la Justice a commenté le verdict. Joseph Diogbenou y voit le début du recul de l'impunité, suivant un extrait de ses propos au micro de Latif Boni, Mesme Agassi. La situation dans ce secteur est à l'image de la situation générale dans le pays. La perte des valeurs. Celui qui a prêté serment pour sauver les vies préfère gagner de l'argent en faisant en sorte de vendre des produits qui ne passent même pas par le cordon douanier. Des produits qui ne sont même pas signalés par le cordon douanier. Des produits qui sont stockés à des températures inimaginables. C'est la situation générale de perte de valeur morale, de complicité de tout, institutionnelle, professionnelle, citoyenne. Alors vous dites maintenant comment régler. Il faut faire en sorte que ça puisse se réitérer. Et c'est ce à quoi ce gouvernement s'est engagé. C'est ce en quoi ce gouvernement s'est engagé. C'est ce à quoi le président de la République s'est engagé. Il faut que l'État revienne dans la cité. Il faut que le pauvre, le citoyen, à qui l'on demande d'aller chercher un médicament en pharmacie, puisse être assuré que le produit qu'il a acheté est le véritable produit, répondant aux normes, aux prescriptions. Mais cela dépend, il est vrai, de l'État. C'est pour cela que le Conseil des ministres a pris des mesures importantes. La revue profonde de la réglementation, de la législation, la réforme institutionnelle. On s'étonne de ce qu'un autre professionnel n'ait pas pu identifier cela, n'ait pas pu prendre des mesures de précaution, des mesures de prévention. Cela.
Et donc, il y a ces réformes-là importantes. Et c'est pour cela que la mesure conservatoire a été aussi de suspendre l'ordre des pharmaciens. Non pas de dissoudre l'ordre des pharmaciens, de suspendre pour un délai de 6 mois, délai dans lequel les réformes devront aboutir. À considérer que si cette affaire n'est pas pour régler les comptes, on pourrait se poser en retour la question de savoir si les 151 tonnes de produits retrouvés dans les magasins, dans les domiciles, dans les conditions que vous savez, sont inventées. Que si Adjegoulet est une invention de ce gouvernement, bien évidemment, vous savez la réponse. Et c'est pour davantage répondre à la première question, le sentiment, l'état d'esprit. Soulagement. Soulagement à l'idée que l'impunité recule. Soulagement à l'idée que c'est possible donc, lorsqu'un gouvernement s'engage au gré de l'impopularité, la solution facile de la popularité est là, de fermer les yeux et de se faire réélire, de fermer les yeux et d'avoir le soutien de toutes ces personnes, de fermer les yeux, de condamner davantage à la mort la grande partie de notre population. Et donc c'est un soulagement que de constater que l'impunité recule. C'est un soulagement pour nous tous. Le Conseil des ministres s'est également penché sur d'autres sujets. On note des décisions et mesures prises par le gouvernement relatives à la fixation de la date du lancement officiel de la campagne de commercialisation des noix de cajou. Le prix du kilo donc de ces noix a été aussi fixé. Joseph Diogbenou est au micro de nos reporters. Le Conseil a adopté le décret portant conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2017-2018 des noix de cajou. Cette campagne, dont le lancement se fera à Djougou, se déroulera sur la période du 15 mars au 31 octobre 2018. Le prix plancher d'achat aux producteurs des noix est fixé à 650 francs CFA le kilogramme, contre 500 francs CFA le kilogramme proposé par les acteurs. Il traduit la volonté du gouvernement de promouvoir la filière en préservant à la fois les intérêts des producteurs, des transformateurs ainsi que des exportateurs. La déclaration d'utilité publique du périmètre de construction d'infrastructures de la police républicaine et de la douane dans le village de Pogidi-Ououdi, dans la commune de Semepodi. Les 5 années qui nous ont précédés et qui ont précédé l'avènement de ce gouvernement, au cours de ces 5 années, la moyenne seulement au titre des voyages officiels, c'est 9 milliards par an. Avec un pic de 17 milliards en 2015. Quand on a mis en place la cellule des voyages officiels, l'on en est arrivé pour l'année 2017 à 2 milliards 5. Et le président de la République, ce qui justifie cette communication, le président de la République dit que ça ne suffit pas. On peut faire mieux. Il faut regarder au niveau des classes. Il faut organiser, il faut réglementer. Tout le monde peut se mettre en classe à faire. Il faut que chacun sache que s'il voyage au nom de l'État, avec les deniers de l'État, eh bien, il est dans une catégorie déterminée. Et que la catégorie qui permettrait à l'État de faire plus d'économies, que dans cette catégorie se retrouve le plus grand nombre d'officiels qui voyageraient. C'est le but de cette communication. C'est donc encore faire des économies. C'est davantage faire des économies. Et encore une fois, cela ne concerne pas seulement la question des voyages officiels, cela concerne la gestion globale de l'État.
On reste avec le gouvernement qui communique autour de ses actions en faveur du secteur privé. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion des Entreprises a ouvert ce matin une séance de décryptage de la loi des finances gestion 2018. Un décryptage qui porte sur les avancées et les opportunités pour les PME. À l'entame donc de la séance, le ministre Modeste Kérékou a adressé un message aux participants suivants. L'exercice de ce jour s'inscrit dans le cadre du partage d'informations sur les efforts inlassables du gouvernement dans l'accompagnement des PME pour soulager leurs difficultés. Il s'agira pendant les minutes que nous passerons ensemble d'exposer les opportunités qu'offrent les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du PAG, particulièrement à la faveur de la loi de finances, gestion 2018. La loi de finances est un instrument opérationnel annuel de mise en œuvre des actions du gouvernement. Et il importe que les partenaires privilégiés que vous êtes s'en approprient. C'est à cet effet que toutes les structures compétentes du ministère de l'Économie et des Finances ont été mobilisées pour vous exposer les mesures et innovations et les niches d'opportunités contenues dans cette loi. Le président Patrice Talon a mis au cœur de ses priorités l'amélioration de l'environnement des affaires afin de le rendre compétitif et propice au développement des entreprises. Il me plaît de rappeler, et c'est mon intime conviction, que l'administration n'est pas l'adversaire des PME. Nous constituons tous une seule et même équipe et notre adversaire commun, mes chers chefs d'entreprise, c'est la pauvreté, le chômage des jeunes. En innovant dans un partenariat intelligent qui responsabilise les chefs d'entreprise et promoteurs de PME qui devraient, mieux que par le passé, jouer pleinement leur rôle de moteur de la croissance et de créateur de richesse et d'emploi. Je voudrais profiter de cette occasion pour, d'une part, saluer le mérite et le leadership de nos chefs d'entreprise, tous secteurs d'activité confondus, parce que oui, c'est bien vous et vous seuls, les seuls pourvoyeurs de ressources au trésor public. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises vous en sait gré. Et d'autre part, vous exhortez à être des managers plus vertueux, plus respectueux de la législation fiscale et surtout à vous obliger de vous acquitter de vos impôts et taxes et à bonne date. On finit avec cette sortie de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Dans l'après-midi d'hier, elle était face à la presse. Cette sortie de Naini Kassa Mampo vise à situer clairement l'opinion nationale sur la position de la CSTB au sujet des différentes négociations gouvernement-syndicat. C'était dans l'une des salles de la Bourse du Travail. Reportage. La rétrocession des fonds défalqués, seule condition avant toute négociation, la CSTB y tient mordicus. Elle l'a d'ailleurs signifié au gouvernement à l'entame des négociations de ce mardi 13 mars avant de se retirer. La CSTB a dit qu'elle ne peut pas rester là pour être complice du génocide que le gouvernement organise contre les travailleurs. Elle a demandé la position du gouvernement et le gouvernement a dit lui, il est ferme, qu'on peut voir, qu'on peut prendre acte des problèmes de défalcation et le gouvernement peut voir s'il peut analyser la question. Et nous avons estimé, si c'est ça, que c'est une manière de tuer la grève, de remettre en cause les libertés de grève. Et pour ça, nous sommes sortis pour être conformes à la volonté donc des travailleurs.
Absence donc de la CSTB au cours des dernières négociations avec le gouvernement, mais elle paraît bien informée des conclusions issues des échanges, des conclusions qu'elle juge d'ailleurs de ridicules. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Statut particulier, statut particulier. On dit qu'il y a beaucoup d'informations qu'on veut donner. Les arrêter, il y a 6 arrêtés et que c'est important de venir. Ces statuts particuliers, vous savez combien ça donne aux enseignants? Ça donne par an de 23 000 à 26 000 partant des enseignants de la catégorie C aux enseignants du secondaire et primaire de la catégorie A. Mais lorsqu'on vous a défalqué 50 000, lorsqu'on vous a défalqué 100 000 et qu'on vous donne 28 000 par an, il vous faut combien d'années de primes pour récupérer le montant qui vous a été défalqué? Il vous faut 4 ans. Ça veut dire que c'est grave. Or, c'est en voulant revendiquer l'augmentation du salaire bas que les gens sont allés en grève. Personne n'est allé en grève pour le plaisir d'aller en grève. Toute chose qui vient reconforter la CSTB dans sa position, qui souligne qu'elle ne voudrait aucunement d'une année blanche. Le débat se situe autour de la satisfaction des différentes revendications. La CSTB a toujours dit qu'elle est contre une année blanche. C'est pour cela qu'elle demande de régler les différents problèmes de l'école en ruine pour que les cours reprennent, pour que l'année soit réussie. Le gouvernement provoque les enseignants et il veut conduire le pays à une année blanche. S'il y a année blanche, c'est Patrice Talon qui l'aura provoqué. La CSTB ne programme pas l'insurrection. La CSTB veut de la satisfaction des revendications des travailleurs. C'est pour ça qu'elle se bat. C'est pour ça qu'elle insiste. C'est pour ça qu'elle est ferme. Surtout qu'elle sait qu'il y a la possibilité de régler ces problèmes-là. De ce fait, elle lance cet appel aux travailleurs concernés. Continuez le travail, continuez la grève, continuez les AG, continuez les marches, continuez la pression et la victoire sera à nous. La victoire est pour demain. Une fois encore, travailleurs, je vous félicite, je vous remercie. Et voilà, ce sera tout pour les informations depuis Cotonou. Merci de l'avoir suivi. Clovis Brissa-Foucault, je vous retourne l'antenne pour la suite du journal. D'ici là, portez-vous bien. À l'instant, Hermione Maolik-Montor en direct de l'antenne E-Télé Cotonou. Sport pour refermer ce journal, les 8e de finale de la Ligue des Champions 2018 ont pris fin ce mercredi. La liste des qualifiés pour les quarts de finale est désormais connue. Le Bayern de Munich et le Barça s'y sont ajoutés après les rencontres disputées hier. Suivons Dieudonné Babatonde pour le résumé de ces rencontres. FC Barcelone contre Chelsea Football Club, c'est le match au sommet de cette ultime journée des 8e de finale de la Ligue des Champions. Après le nul à domicile, 1 but partout au match aller, les Blues de Chelsea se déplaçaient au Camp Nou avec l'espoir de créer la surprise. Très tôt dans la rencontre, l'inévitable Lionel Messi trouve le chemin des filets après une belle combinaison. La marca de Hazard, la entrega y la devolución de Pelé. Suárez, Messi habilitado. Et comme si cela ne suffisait pas, Dembélé, sur une action rondement menée par le même Messi, bat Courtois d'une frappe sèche et aggrave le score. Del Barcelona! 2-0. La situation se complique, mais les coéquipiers de Giroud restent malgré tout fidèles à la philosophie de jeu de Antonio Conte. Défendre ensemble et procéder par contre-attaque en comptant sur la pointe de vitesse de Willan et Moses et aussi la technique balle au pied de Eden Hazard. Kanté, otra vez contra uno de Alba, viene Mose, la barrida de Iniesta, la bocha. Peu avant la mi-temps,
La chance aurait pu leur sourire pour réduire le score si ce coup franc bien exécuté de Marco Alonso n'avait pas flirté avec le poteau sortant gauche de Ter Stegen. Ya los adjetivos se nos acababan porque se veía que la pelota llevaba una gran velocidad y que iba muy cerca. Chelsea revient en deuxième partie avec beaucoup plus d'envie et domine même le match jusqu'à l'heure de jeu. Mais un nouveau errement défensif vient enterrer tous les espoirs des Blues. Messi réalise un doublé et porte la marque à 3-0. Se viene Suárez, avanza Luisito, viene la compañía de Leo, André Gómez por dentro, va al Messi, le pegó. Il ne reste plus que 25 minutes de jeu, mais jusque-là, Antonio Conte n'a effectué aucun changement, alors que Valverde a déjà épuisé ses 3 remplacements. L'entrée en jeu de Morata et de Pedro plus tard ne changeront pas grand-chose à la physionomie du match. Salvador Paulinho, metió mano Courtois. Hay córner. Buen centro, llegó al travesaño Rüdiger. No pudo cuando pudo abrir el juego por Barcelone Football Club sort vainqueur de sa double confrontation avec Chelsea Football Club. Après la cinglante défaite du Beşiktaş à l'Allianz Arena, il n'y avait plus de suspense dans le match retour qui l'opposait au Bayern Munich. Comme on pouvait s'y attendre, les Bavarois à domicile ont pris le dessus sur leurs adversaires. D'abord sur un centre de Müller, Thiago Alcantara d'un plat du pied parfait bat Tolga Zegin. Ensuite, Rafinha sur un centre en retrait oblige Gökhan à marquer contre son camp. Wagner Love sauve l'honneur des Turcs en réduisant le score à 2-1. Peu de temps après la réduction du score, le centre contré de Alaba déroute le gardien turc et permet à Wagner de marquer le 3e but. C'est donc fini pour les 8e de finale de la Ligue des Champions 2018. Après le Real Madrid, le FC Séville, Liverpool, Manchester City, la Juventus Turin, l'AS Rome, le FC Barcelone et le Bayern Munich se sont aussi qualifiés pour la suite de la compétition. A noter que le tirage au sort des quarts de finale aura lieu ce vendredi à 12h à Nyon, au siège de l'instance fêtière du football européen. Ce sera tout pour ce 26 Info. Merci de l'avoir suivi. À très vite sur Télé.